Imagine un monde qui fonctionne comme une immense mécanique invisible. Chaque seconde, des milliards de données circulent, des transactions s'effectuent, des avions se croisent dans le ciel en parfaite coordination, des satellites observent la Terre, prévoient les tempêtes, synchronisent les réseaux, surveillent les océans, analysent les champs de bataille, mesurent chaque variation du climat. Un monde qui repose sur une toile fragile, silencieuse, en orbite autour de nous. Une toile que personne ne voit, mais dont absolument tout dépend. Maintenant, imagine que, du jour au lendemain, cette toile disparaisse, pas petit à petit, mais en une seule vague, une seule impulsion, une seule décharge, venue du cœur de notre étoile, un souffle invisible, mais capable de plier le métal, d'effacer des circuits, de réduire à néant des décennies d'avancées technologiques. C'est ce qui se passerait si une tempête solaire d'une puissance extrême frappait la Terre et détruisait tous les satellites. L'histoire commence loin, très loin, à 150 millions de kilomètres. À la surface du Soleil, une tache sombre s'élargit, se tord, se déforme comme une plaie ouverte. Ce ne sont pas des nuages, ni de la fumée, mais des champs magnétiques qui se déchirent et se recomposent. Lorsqu'ils se brisent, ils libèrent une énergie inimaginable. Une éruption solaire d'un niveau que l'humanité n'a plus vu depuis plusieurs siècles. En quelques minutes, le Soleil projette dans l'espace ce que l'on appelle une CME, une éjection de masse coronale. Un nuage incandescent de particules chargées, de protons, d'électrons, de plasma. Un tsunami cosmique lancé à une vitesse si extrême qu'il parcourrait la distance entre la Terre et la Lune en quelques secondes si rien ne l'arrêtait. Dans les observatoires du monde entier, les premiers instruments détectent quelque chose, une augmentation brutale du flux d'énergie, une signature inquiétante. Les astronomes comprennent immédiatement qu'une tempête solaire se dirige vers nous, mais ils ne savent pas encore si elle touchera la Terre de plein fouet ou si elle passera à côté. Les agences spatiales envoient des alertes, les gouvernements sont prévenus, mais personne n'ose annoncer le pire. Et même s'ils le faisaient, que pourrait-on vraiment faire ? Rien ne peut arrêter une vague électromagnétique lancée à des millions de kilomètres par heure. Les premières heures du compte à rebours se déroulent dans un silence tendu. On observe, on attend, on espère. Puis les premières particules atteignent la magnétosphère terrestre et immédiatement les instruments ressentent le choc. Le bouclier magnétique commence à vibrer, à s'échauffer, à se déformer sous l'impact. Les aurores boréales deviennent gigantesques, visibles jusqu'aux tropiques. Un spectacle magnifique et terrifiant. Mais la partie la plus dangereuse du nuage n'a pas encore atteint la Terre. Quand elle frappe finalement, tout se passe en quelques secondes. Dans l'espace, les satellites sont les premiers à encaisser le choc. Leurs panneaux solaires surchauffent, leurs circuits entrent en saturation, les batteries explosent, les matériaux se dilatent, se contractent, s'arrachent. Certains satellites se mettent à tourner sur eux-mêmes sans contrôle. D'autres deviennent complètement muets. La moitié de la constellation GPS tombe en panne presque immédiatement. Les satellites de communication géostationnaires perdent leur alignement. Les satellites militaires, pourtant blindés, commencent à renvoyer des données aberrantes. Les météosats cessent d'envoyer la moindre image. Les satellites climatologiques deviennent aveugles. En moins de 10 minutes, c'est un massacre orbital. Sur Terre, les effets se font sentir presque instantanément. Les avions qui volaient au-dessus de l'Atlantique, du Pacifique, au-dessus des pôles, perdent leur navigation GPS. Les pilotes redécouvrent le silence radio. Ils doivent se débrouiller seuls, sans position exacte, sans carte automatique, sans liaison directe avec les contrôleurs aériens. Beaucoup réussissent à se stabiliser, à calculer leur trajectoire approximative, à suivre leurs instruments analogiques.
Mais pour d'autres, la perte de synchronisation totale crée un chaos inédit. Les couloirs aériens deviennent des zones d'incertitude. Dans les villes, les réseaux commencent à clignoter. Les communications mobiles oscillent, puis se compressent, puis s'éteignent. Les antennes relais s'emballent sous les flux électromagnétiques. Les opérateurs constatent que la moitié des stations de base ne répond plus. Les grandes entreprises financières comprennent qu'un drame est en train de se jouer. Les transactions internationales, dépendantes des satellites de synchronisation temporelle, cessent d'être cohérentes. Les serveurs tentent de recalculer leur horloge interne, mais les délais de quelques millisecondes deviennent catastrophiques. Les échanges automatisés sont suspendus. Les bourses coupent tout pour éviter un effondrement causé par le simple chaos temporel. Les météorologues, eux, perdent leur ciel. Plus aucun satellite n'envoie de données. Plus d'images infrarouges, plus de radars orbitaux, plus de suivi des cyclones. Les scientifiques deviennent soudain aveugles. Les tempêtes, les pluies torrentielles, les chaleurs extrêmes, tout redevient imprévisible. Les prévisions à 7 jours, 5 jours, 3 jours, toutes deviennent impossibles. Les forces armées du monde entier entrent immédiatement en état d'alerte. Tous les pays n'avaient pas conscience que les satellites pouvaient tomber en même temps. Les généraux réalisent qu'ils viennent de perdre leur capacité de surveillance globale, leur détection précoce, leur géolocalisation. Ce qu'ils craignent le plus, ce n'est pas l'adversaire, mais l'inconnu. Ne pas savoir si un mouvement militaire quelque part est une menace ou une simple manœuvre défensive. La méfiance devient la norme. Dans les hôpitaux, les systèmes de synchronisation réseau tombent en panne. Les dossiers médicaux stockés dans le cloud deviennent inaccessibles. Les chirurgiens continuent d'opérer, les infirmiers continuent d'agir, mais les données ne circulent plus. Les appareils connectés deviennent des blocs isolés. Dans les campagnes, les tracteurs autonomes s'arrêtent. Les capteurs d'humidité, de température, de nutriments ne renvoient plus rien. Les grandes exploitations agricoles doivent revenir à un mode de gestion manuel. Pour certains agriculteurs, cela ne change pas grand-chose. Pour d'autres, c'est un retour en arrière de 10 ans. Les jours passent et le monde réalise l'ampleur de la catastrophe. Les constellations satellitaires ne se remplacent pas en quelques jours ni en quelques semaines. Les usines capables de produire ces machines complexes n'ont jamais été conçues pour un remplacement total. Les entreprises sont obligées de restructurer complètement leur chaîne de production. Les gouvernements financent des plans d'urgence gigantesques. On mobilise des scientifiques, des ingénieurs, des astronautes, des techniciens. Une nouvelle course à l'espace commence, mais cette fois, elle n'oppose pas les nations. Elle les oblige à coopérer. Pendant ce temps, la planète commence à s'adapter. On réactive d'anciennes techniques oubliées. On réinstalle des systèmes terrestres de navigation basés sur les ondes radio. On reconstruit des réseaux de communication longue distance utilisant des relais analogiques. Dans certaines régions du monde, on utilise à nouveau des cartes imprimées pour guider les navires. Les astronomes continuent d'observer le Soleil. Ils découvrent que cette tempête n'était pas unique, qu'elle s'inscrit dans un cycle d'activité solaire plus violent que prévu. Ils avertissent. Il faudra désormais penser à un futur où ce type d'événement pourrait se reproduire. L'humanité commence à réaliser que sa dépendance aux satellites est une faiblesse, une vulnérabilité stratégique que personne n'avait anticipée à ce niveau. Alors le monde change. On développe des satellites blindés contre les tempêtes solaires capables de supporter des niveaux extrêmes de radiation. On construit des réserves orbitales de secours. On conçoit des systèmes de communication hybrides, mi-satellites, mi-terrestres. On crée des accords internationaux pour protéger les infrastructures spatiales. Les nations comprennent qu'il ne s'agit plus d'un enjeu politique, mais d'un enjeu d'espèce. Petit à petit, l'humanité reconstruit sa présence dans l'espace. Mais elle ne regarde plus le Soleil de la même manière.
Elle comprend que la plus grande menace pour notre technologie ne vient pas d'un ennemi terrestre, mais de l'étoile qui nous donne la vie, parce que le Soleil n'est pas un allié, ni un ennemi, il est simplement ce qu'il a toujours été, une force brute, magnifique, imprévisible, une force qui, en une seule impulsion, peut rappeler à l'humanité à quel point elle est fragile.